Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce mardi 9 février. Première audience du procès du sang contaminé devant la Cour de justice de la République. Les ministres accusés s'expriment, les victimes les interpellent avec virulence. La Cour impose aux médecins responsables de la transfusion sanguine, dont le docteur Garetta, de venir témoigner. Des avalanches en Haute-Savoie détruisent 11 chalets près de Chamonix. 2 morts, dont une enfant, 4 personnes disparues. C'est un bilan provisoire. Les chutes de neige continuent dans les Alpes et l'Est de la France. Information judiciaire ouverte après le saccage du ministère de l'Environnement par des agriculteurs. Les élus verts en butte à des séries de manifestations hostiles. Invitée de ce journal, Madame Dominique Voynet. Régularisation de 250 000 immigrés clandestins annoncée par le gouvernement italien. Ces immigrés avaient fait une demande de permis de séjour avant la fin de 1998. Cinéma, demain 1001 pattes sur les écrans. C'est le dernier film de Walt Disney avec une petite fourmi et 7 mercenaires. La première audience du procès devant la Cour de justice de la République de Laurent Fabius, Edmond Hervé et Georgina Dufoy s'est achevée à 17 h. Cette journée a été marquée par 3 moments forts que nous allons détailler. Les déclarations des ministres, les interventions des victimes et la décision de la Cour d'obliger les médecins responsables de la transfusion sanguine à l'époque à comparaître. Voici pour commencer le récit de la journée avec le reportage de Thierry Curtet, Patrick Desmully et Virgilie Hadot. Laurent Fabius s'en nomme seul, qui entre par une petite porte, discrète. L'unique image de l'ancien Premier ministre aujourd'hui. La caméra ne le verra pas aux côtés de ses 2 anciens collègues, face à ses juges, face à ses pairs. 29 robes noires, 6 magistrats, 23 députés ou sénateurs. Une cour impressionnante, intimidante. À l'extérieur, les victimes rassemblées sont très déterminées. Certaines, exclues de la procédure, ont tout de même tenu à être là. On n'aura pas la parole, on va subir excusez-moi, mais c'est quand même un moment qui est difficile pour nous parce que ni on a le droit d'avoir d'avocat, ni on a le droit de dire ce qu'on a à dire et on va subir, ils pourront dire les pires mensonges et on n'aura que le droit de se taire. Ceux dont la plainte a été retenue attendaient ce face-à-face avec les ministres depuis 10 ans. Mais Sylvie Rouy, trop fatiguée, est retournée à l'hôpital sans avoir pu témoigner. Les victimes sont entendues aujourd'hui à 15 h, mais moi mon état ne me permet pas de revenir à 15 h, donc j'ai demandé que quand mon état de santé me le permettra, de revenir témoigner. Donc le président de la Cour a dit d'accord, mes médecins préviendront le président de la Cour quand est-ce que je pourrai revenir parler. Voilà. Pas ou peu de curieux, mais un public très concerné. Au milieu, discret, quelques militants socialistes, inquiets. On va savoir si les 3 socialistes qui vont être jugés vont être lynchés, parce que le peuple a besoin quand même de coupables. Et on va savoir dans quelle mesure on peut rendre justice dans ces conditions-là. Le procès, qui n'a pas lieu au palais de justice, mais dans un centre de conférence près de l'Arc de Triomphe, est prévu pour durer 3 semaines. Le président de la Cour de justice, M. Christian Le Gunéec, s'est adressé aux 3 accusés en ces termes. La décision que nous allons rendre est importante pour vous 3. Vous êtes depuis trop longtemps en état de comparution permanente devant un autre tribunal, sans légitimité mais non sans pouvoir. Fin de citation, et M. Le Gunéec désignait ainsi l'opinion publique. Cet après-midi, les 3 anciens ministres ont entendu les déclarations faites aux juges de plusieurs des victimes. Celles-ci ont souvent dénoncé la procédure et les ont désignés comme coupables avec virulence. Propos parfois repris à l'extérieur de la salle du centre de conférence internationale, vous l'avez entendu, où se tient donc la Cour de justice. Reportage Dominique Verdeillan, Rémi Poissonnier. Ivo Pic a été condamné lors d'une transfusion sanguine à l'été 85. Sa plainte en 94 fait partie des 7 qui ont été retenues par la Cour de justice de la République. Dans la salle d'audience passent devant lui certains des témoins qui vont être entendus, comme le professeur Willy Rosenbaum, spécialiste du sida. Simple témoin à ce procès, c'est un statut qu'Ivo Pic n'admet pas. « Je suis victime d'un crime contre l'humanité », dit-il. Puis, l'homme se tourne vers le procureur général qui a requis par 2 fois le non-lieu. Sa présence est une insulte aux victimes, lance-t-il à l'intention du magistrat. Calmement, Ivo Pic s'insurge contre ce procès. Pour lui, c'est une mascarade. Cette cour est quand même un peu bizarrement constituée, quoi. On l'a bien vu dans la presse ces derniers jours. Hein. Le président n'est pas très intègre parce qu'il a fait sa carrière dans la sphère politique. Le procureur a déjà requéri de non-lieu, c'est lui qui représente l'accusation puisqu'il n'y a pas de partie civile. Sur 15 juges, 12 sont des parlementaires, donc pratiquement des égaux de ceux qui sont accusés. Agnès Cochin a perdu un fils. Pharmacienne, dit-elle posément,
J'ai été en relation avec le ministère de la Santé. C'est un petit ministère où l'information circule. Puis le témoin s'emporte, regarde les 3 ministres droit dans les yeux. Pourquoi ces gens occupent-ils toujours des fonctions officielles? Vous n'avez pas honte? Mais c'est vers Edmond Hervé que Mme Cochin concentre ses attaques. Edmond Hervé, oui, c'est le plus grand responsable pour moi. C'est lui qui s'est assis sur le dossier du test Abbott. Est-ce qu'il avait des consignes plus haut? Je n'en sais rien. Mais la décision venait de lui. C'est lui qui a condamné 4500 personnes à mort. Ce matin, les 3 ministres avaient pris très rapidement la parole. Edmond Hervé, déterminé. J'assume mon action, je démontrerai mon innocence, notre innocence et celle de nos collaborateurs. Georgina Dufoy, professorale. Ce moment est juste, nous devons nous expliquer. Il est normal que nous répondions à ceux qui souffrent. Laurent Fabius, très pondéré, j'espère que ce procès pourra établir que nous avons réagi en conscience et comme nous le devions. Je crois que les plaignants ressentent une véritable douleur, nous la comprenons tous, mais les explications qui sont données par les prévenus, ça ne constitue pas la dénégation de cette douleur, c'est une volonté de leur expliquer. 2 autres victimes devraient être entendues dans les jours prochains, mais la majorité des témoins sont désormais des scientifiques et des conseillers ministériels. Dominique Verdeillan, le dialogue est quasiment impossible, en tout cas très très difficile. Oui, c'est le premier constat, je crois. Après 15 ans d'errance judiciaire, on est probablement arrivé à un point de non-retour. Les blessures du côté des victimes sont probablement trop grandes pour qu'il y ait dialogue. Et d'ailleurs, cet après-midi, les prévenus se sont bien gardés de répondre aux victimes ou de leur poser des questions. Alors, on ne se parlera probablement pas. La question est de savoir si, durant les 3 semaines de ce procès, on va au moins s'entendre. Alors, il y a une expression de M. Le Gunéec, qui préside donc cette Cour de justice. Il a parlé d'un procès surréaliste. En quoi est-il surréaliste dès ce matin, depuis ce matin? En tout cas, la conséquence de tout ça, c'est une certaine improvisation, pour ne pas dire un cafouillage. Par exemple, faute de pouvoir entendre d'autres témoins cet après-midi, eh bien l'audience a failli être levée à 16 h. Et puis on s'est repris, on a décidé de meubler l'après-midi en diffusant des documents vidéo concernant des documents relatifs aux années 85-86. Alors vous l'avez dit, le président Christian Le Gunéec prend ses distances avec cette loi qui définit cette juridiction exceptionnelle qu'il semble lui-même maîtriser difficilement. Il parle de lacunes de la loi, de curiosité, de procédures impressionnistes, surréalistes, des petites piques acerbes qui visent le législateur, des députés et des parlementaires, des députés et des sénateurs, autrement dit ceux qui siègent à ses côtés. Alors une curiosité supplémentaire, comment se sont comportés ces juges, ces sénateurs, ces députés qui étaient pour la première fois devenus des juges? Écoutez, j'allais dire très attentifs aux propos à la fois des politiques et des victimes, mais aucune question de leur côté n'a également été posée. Ils avaient donc quitté l'Assemblée nationale, et à l'Assemblée nationale, c'est le premier vice-président, M. Raymond Forny, qui a présidé cet après-midi la séance des questions au gouvernement, en l'absence donc de Laurent Fabius. Mais parmi les députés, nombreux ont été ceux qui ont réagi à l'ouverture de ce procès. Reportage Jean-Baptiste Prédali, Philippe Luzzi. Voilà, petit problème de blocage de l'image qui est à l'Assemblée nationale. Et auparavant, nous allons voir ce qui a été l'un des événements forts de ce procès ouvert ce matin devant la Cour de justice de la République, à savoir celui de la décision prise par les juges, c'est-à-dire 3 magistrats professionnels, 6 sénateurs et 6 députés, d'ordonner la comparution de témoins qui refusaient de venir a priori, car ils sont mis en examen dans l'instruction parallèle pour empoisonnement, conduite donc par une autre juge. Ils devront donc venir de gré ou de force, mais ils ne seront pas obligés de prêter serment, a dit la Cour. Explication sur l'identité de ces témoins avec Olivier Caroff. 5 acteurs du premier procès du sang contaminé vont devoir comparaître de gré ou de force devant la Cour de justice de la République. Il y a 6 ans, ils étaient accusés ou témoins. Aujourd'hui, la Cour veut les entendre. Il y a d'abord 3 anciens du CNTS. Michel Garetta, le directeur de l'époque. Dans le premier procès, il avait été condamné à 4 ans de prison ferme. Baman Habibi, lui, était le numéro 2 du CNTS. En 1993, il était simple témoin. Quant à Jean-Pierre Alain, il dirigeait les recherches du centre. En appel, il avait écopé de 4 ans de prison, dont 2 avec sursis. Aujourd'hui, Jean-Pierre Alain vit à Cambridge, en Angleterre. Vendredi, il viendra devant la Cour, mais son avocat n'apprécie pas la méthode. Ce qui me semble particulièrement déloyal, c'est de donner à ceux qui défendent actuellement les politiques
les témoignages ou les dépositions de ceux qui sont poursuivis en droit commun, avec la faculté de décomposer, de disséquer, de commenter et d'attaquer ce qu'ils vont dire, en leur réservant pour beaucoup plus tard un autre procès. Car ces 3 hommes n'en ont pas fini avec la justice. Ils sont mis en examen pour complicité d'empoisonnement dans un autre volet de l'affaire. Un responsable administratif que la Cour de justice veut également entendre est exactement dans le même cas. Jacques Roux, ancien directeur général de la santé, condamné en 1993, remis en examen et donc dispensé de prêter serment. À partir du moment où vous ne prêtez pas serment, vous pouvez y compris refuser de répondre. En disant je me présente, mais je ne donne aucune suite à ce témoignage et je refuse de répondre. Même situation enfin pour Claude Wesselberg, un conseiller d'Edmond Hervé, témoin en 1993, mis en examen depuis et désormais témoin forcé au procès de son ancien supérieur. Alors pour conclure cette information concernant la Cour de justice de la République, tentons maintenant de voir quelles ont été les réactions des députés présents à l'Assemblée nationale cet après-midi. Le protocole est inchangé, les circonstances exceptionnelles. Cet après-midi, Raymond Forny, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, présidait la séance des questions. Pendant le procès du sang contaminé, il remplace Laurent Fabius. Dans l'hémicycle, en plus de Laurent Fabius et d'Edmond Hervé, 12 députés sont absents. Ils siègent en robe noire à la Cour de justice de la République. Un procès a commencé et quelques députés y seront aussi témoins. Je garderai pour la Cour de justice les quelques éléments que je vais apporter comme ancien ministre de la Santé par 2 fois, c'est tout. Dans les couloirs, une certaine gêne masquée parfois par des positions de principe. Je trouve que tous ces commentaires, alors que l'audience a commencé, seraient déplacés. En fait, même à gauche, on tente de concilier solidarité politique et exigence de justice. Il ne servirait à rien de contester la justice. Il faut que la justice puisse travailler dans la sérénité et surtout rechercher la vérité. Il est normal que lorsqu'il y a des responsabilités personnelles, pénales, comme quiconque, un élu, un ministre, un président de la République d'ailleurs, la question est la même, soit soumis à la même loi que n'importe quel citoyen. À droite, pas de position unique non plus, mais on s'efforce déjà de tirer les leçons du procès. Je ne sais pas ce que sont les responsabilités. À mon avis, le vrai problème est celui du dysfonctionnement de l'État, qui fonctionne très mal parce qu'il est trop centralisé et que les responsabilités sont diluées. Au premier jour du procès, on est loin des polémiques de 1992, de la mise en accusation de Laurent Fabius et de ses ministres. Aujourd'hui, malgré le malaise, on s'en remettait plutôt à la justice. Une avalanche a atteint aujourd'hui 11 chalets au village du Tour, en Haute-Savoie. Les coulées de neige ont enseveli les habitations situées non loin de Chamonix, au-dessus de l'Argentière. Le bilan provisoire serait de 2 morts et 4 personnes disparues. Didier Guyot, vous êtes sur place. Est-ce que vous confirmez ce bilan et pouvez-vous nous donner d'autres informations sur ce qui s'est passé ? Oui, écoutez, le bilan en effet n'est que provisoire, hélas, pour l'instant. On parle de 2 morts, 4-5 disparus, chiffre également provisoire, car on ne sait pas qui était là au moment de cette avalanche, qu'il y avait dans les chalets, qui également se promenait sur les routes. Des promeneurs peut-être en raquette étaient là au moment de l'avalanche. En gros, 20 personnes auraient été dégagées, 20 personnes donc survivantes, 2 seraient légèrement blessées. Alors bien sûr, il faut tenter d'imaginer ce qu'était cette avalanche. C'est de la neige sur plus de 200 mètres qui a dévalé donc dans la vallée sur un petit hameau de Montroc, emportant sur son passage 11 chalets ainsi que les arbres, tout ce qu'il pouvait trouver sur son passage. Bien évidemment, les conditions météorologiques sont très très mauvaises, sont exécrables pour les sauveteurs. Il y a quelques 200 sauveteurs sur place, des gendarmes, des guides, on pèle, mais c'est très très compliqué. Vous voyez, il neige, il fait nuit, des projecteurs ont été installés. Surtout, on a peur que d'autres coulées de neige arrivent. D'ailleurs, par précaution, des dizaines de personnes ont été évacuées de leur maison dans les hameaux tout proches. Alors, vous vous trouvez en ce moment à Chamonix. C'est très compliqué de circuler dans cette région. Est-ce qu'il faut recommander à tout le monde de rester plutôt chez soi pour permettre aux secours de se déployer ? Bien évidemment, écoutez, tout le monde ici dit à toutes les personnes qui habitent là de ne pas sortir ce soir, de ne surtout pas prendre sa voiture si ce n'est pas nécessaire. On a peur de nombreuses coulées de neige sur tout cet axe, sur toute la vallée de Chamonix. Donc, ce qui fait qu'on risque d'avoir d'autres accidents. On ne peut pas purger pour l'instant parce qu'il fait nuit, bien sûr. On ne peut pas aller avec des hélicoptères pour lancer de la dynamite et enlever cette neige. Donc, on sait que là-haut, parce qu'il y a tellement de neige qui tombe depuis quelques jours, on sait que d'autres coulées peuvent arriver
arriver. Donc bien sûr, on demande à tout le monde d'être très très prudent et surtout, on sait dire combien c'est dangereux. Les sauveteurs n'y vont là aussi qu'avec la plus grande prudence sur place, équipés d'ailleurs d'un matériel sophistiqué pour pouvoir être opérés en cas d'avalanche. Alors merci Didier, nous allons voir maintenant avec Agnès Gardet comment sur les lieux ça s'est passé et les effets de ces coulées de neige. 2 avalanches coup sur coup atteignent en début d'après-midi les hameaux du Tour et Montroc. 14h30, première coulée de neige du haut du glacier du Pécleret. 10 minutes plus tard, seconde avalanche, beaucoup plus violente. On a entendu un bruit, l'avalanche est descendue très fort et ça a très fort soufflé. On a eu de la poussière jusqu'au parking de l'hôtel. Et puis on a vu des arbres, des sapins tout partir comme des allumettes. Et puis après, un grand silence et puis voilà. 200 secouristes sont sur les lieux dans une zone presque impraticable. L'hélico ne peut pas décoller, donc la montée en puissance par l'hélico n'est pas possible. Ensuite, la route qui permet d'accéder au tour est bloquée par une autre avalanche. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'on est contraint d'acheminer l'ensemble des personnels par voie terrestre, à pied, ski de fond, ski de randonnée, tous les moyens. Des secours d'autant plus difficiles à organiser que des avalanches sont encore à craindre dans les heures qui viennent. Le plan rouge d'organisation de secours a été déclenché par la préfecture de Haute-Savoie. Il s'agit d'abord de tenter de retrouver des personnes portées disparues et peut-être ensevelies. Et dans ces cas de forte avalanche, la technique des secouristes est celle démontrée dans le reportage qui suit avec les commentaires de Patrice Pellet. La puissance d'une avalanche, c'est ça. Ces images ont été tournées il y a quelques semaines par un cinéaste amateur en Italie. Maintenant, la survie de ceux qui sont ensevelis dépend de la rapidité des secours. Les sondages commencent toujours au pied de l'avalanche, c'est-à-dire à l'endroit où la neige est la plus épaisse. Organisé par vagues de 10 à 15 mètres, on sonde le manteau neigeux en remontant vers le sommet. Une technique qui a fait ses preuves et sauvé de nombreuses vies. Depuis plusieurs années, des chiens d'avalanche comme ce labrador donnent une chance supplémentaire à ceux qui sont ensevelis. Quand il cherche une personne qui est ensevelie sous la neige, il détecte des odeurs qui sont très légères, qui émanent de notre corps d'une façon volatile et qui traversent le manteau neigeux. Et ce sont ces seules odeurs-là qui intéressent le chien, par opposition aux odeurs que l'on laisse en marchant sur la neige. À chaque fois, c'est une course contre la montre. Chaque minute compte. Les victimes ensevelies, sous plusieurs mètres de neige, sont soumises à de très fortes pressions et à de basses températures. Elles risquent l'asphyxie et l'hypothermie. Il faut faire vite. En direct avec nous, Monsieur Michel Charlet, le maire de Chamonix. Monsieur le maire, bonsoir. Est-ce que vous pourriez nous faire le point sur l'organisation des secours et puis les risques peut-être à venir pour la soirée? Alors l'organisation des secours, elles sont bien sûr sous le commandement du PGHM de Chamonix, avec le SDIS de la Haute-Savoie, le Centre départemental d'incendie et de secours. Il y a environ 200 personnes sur les lieux. Bon, quels sont les risques? Le gros problème que nous avons. Oui. Les risques continuent puisque avec les hauteurs de neige qu'il y a eu, plus d'1,80 m en 4 jours, tous les autres couloirs d'avalanche de la vallée sont aujourd'hui à risque. Et le risque, c'est les sauveteurs, bien sûr, qui se prennent eux-mêmes dans une autre avalanche qui risque de tomber. Vous craignez que d'autres personnes isolées dans certains chalets ne soient elles aussi prisonnières des avalanches et de la neige? Normalement, le maximum de précautions a été pris. Toutes les routes où il y a un risque, aussi minime soit-il, ont été fermées. On a répertorié tous les chalets qui sont à proximité d'une éventuelle avalanche. Et toutes ces personnes ont été évacuées et sont recentrées dans la cité scolaire. Merci Monsieur Charlet. En Suisse et dans toute l'Europe occidentale, la vague de froid accompagnée de neige et de verglas a de graves conséquences. Dans l'est de la France, le mauvais temps provoque de graves perturbations de circulation. C'est notamment le cas à Mulhouse et Besançon. Il y a également des coupures de courant. Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire pour dégradation de biens publics et violence en réunion après le saccage hier du ministère de l'Environnement et d'une partie des locaux de l'ENA par les agriculteurs. Cet après-midi, à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a vivement condamné ces actes graves et inadmissibles. Ces actes sont d'autant moins admissibles et ils ne seront d'ailleurs à l'avenir pas tolérés
que la voie du dialogue a toujours été ouverte et reste ouverte avec les représentants légitimes du monde agricole. Nous avons souvent, ici même, et parfois et souvent à votre demande, parlé des problèmes d'insécurité et de violences urbaines. Pensons donc à l'exemple déplorable qui a été donné hier à des jeunes que l'on invite par ailleurs à respecter la loi commune. Le ministre de l'Intérieur a indiqué qu'une enquête était en cours concernant aussi des dysfonctionnements en matière de sécurité autour des bâtiments publics. Et 15 agriculteurs ont été déférés devant les autorités judiciaires cet après-midi. Au total, plus de 300 personnes avaient été arrêtées après ces incidents. Enquête Yann Fronti. En se rendant ce matin à Matignon, Luc Guyot le savait. La réunion devait avoir pour thème l'agriculture française, mais il allait se faire rappeler à l'ordre. Visiblement, le message a été compris. Je réaffirme devant vous que le président de la FNSEA désapprouve ce genre d'actions qui ne servent ni la cause du syndicalisme, ni la cause de l'agriculture. Image symbole de cette violence mal contenue, le bureau de Dominique Voynet mis à sac hier par une centaine d'agriculteurs très remontés. Mobilier retourné, dossiers dispersés. Au lendemain de cette action spectaculaire, les organisateurs justifient de manière à peine voilée ces débordements. Et la FNSEA nous a dit le 19 janvier, faites monter la pression, vous avez une deadline, c'est le 22 février à Bruxelles, allez-y. Bon, alors évidemment, quand on dit aux gens allez-y, évidemment, il y a peut-être des gens qui exagèrent, ça c'est possible. Négocier la réforme de la PAC tout en défendant les intérêts d'une partie de sa base, les céréaliers, ceux-là même qui manifestaient hier, la position est difficile à tenir pour la FNSEA. Et c'est vrai que les céréaliers actuellement sont tentés peut-être, entre guillemets, de faire sécession parce que c'est eux qui sont dans le collimateur, parce que c'est eux qui ont le plus à perdre dans la politique agricole commune. Car les revenus des céréaliers sont très dépendants des aides européennes. Ainsi, en 1996, chaque exploitation agricole d'Île-de-France a reçu en moyenne 260 000 francs. Pour mémoire, en 1992, lors de la première réforme de la PAC, la FNSEA avait été débordée par ces mêmes céréaliers regroupés au sein de la coordination rurale. Cette année, le syndicat compte mieux canaliser le mécontentement, mais l'épisode d'hier prouve que la tâche s'annonce difficile. Alors, les agriculteurs hier, mais aussi les chasseurs, les salariés syndiqués CGT du nucléaire. Depuis plusieurs semaines, les élus écologistes sont manifestement des cibles privilégiées. Explication Alban Mikosi, Philippe Dumeil. C'est sans doute la saison qui veut cela, la chasse aux écologistes bat son plein. 3 semaines de campagne et les incidents sont déjà légion. Image symbole bien sûr. Daniel Cohn-Bendit malmené devant l'usine de la Cogema à La Hague et le même soir bloqué devant un café de Cherbourg. Il doit annuler sa réunion publique et rentrer à Paris sous protection policière. Dans le Vaucluse, à Sceaux, chasseurs et agriculteurs envahissent un de ces meetings. Au-delà de Cohn-Bendit, le ressentiment se porte sur Dominique Voynet, quelle que soit la région. C'est quand même notre ministre de tutelle. On l'a dit souvent, c'est un peu comme si c'était un repris de justice qui était garde des Sceaux. Nous avons le ministre de la Chasse qui s'affiche anti-chasse. Comment voulez-vous que l'on débouche sur ces problèmes-là? Chasseurs, mais aussi agriculteurs. En face, les CRS en baie de Somme. Marianne Isler-Béguin, numéro 2 de la liste des Verts, est ce jour-là copieusement injuriée. Enfin hier, la descente d'un commando d'agriculteurs au ministère de l'Environnement. C'est absolument inconcevable que même on puisse entrer dans son propre bureau, tout mettre à sac. Enfin, j'imagine très mal qu'on puisse entrer comme ça dans le bureau de M. Chevènement, par exemple. Dans les régions comme ici en Aquitaine, les plaintes pour menaces verbales, quelquefois physiques, se multiplient. Une rencontre entre Verts et délégués des chasseurs est prévue le 22 février. Pourra-t-elle désamorcer le malaise? Ce n'est pas sûr. Les chasseurs reprochent à Dominique Voynet d'être davantage militante que ministre. Dominique Voynet, bonsoir. Bonsoir. Notre confrère Le Monde parle de la haine du Vert. Est-ce que vous avez l'impression que vous suscitez la haine? Je suscite l'agacement d'un certain nombre de lobbies, d'intérêts privés qui sont malmenés, c'est vrai, par les questions neuves et les propositions nouvelles, elles aussi, des Verts. Je crois que le vent de fraîcheur
que nous faisons souffler dans la vie politique française n'est pas accepté avec reconnaissance ou bienveillance par tous ces intérêts privés qui se rebiffent durement. Ce soir, vous dites ça avec un petit sourire, mais manifestement, vous n'êtes pas très soutenu par vos camarades socialistes. Vous êtes un peu isolé face à tout un tas de gens qui viennent chez vous. Comment vous jugez ça? Alors, je crois que sur un point au moins, les choses sont claires. Le Premier ministre a condamné de façon très claire, très ferme, les actes inqualifiables des jours derniers. Il l'avait fait au moment où Danny Cohn-Bendit avait été empêché de manifestations et de débats publics à La Hague. Je ne sens pas, dans la majorité plurielle, de réticence face à cette diversité, à cette pluralité dans le débat. Il y a des députés socialistes chasseurs qui ne vous soutiennent pas beaucoup quand même. Oui, mais ça c'est normal. On a une différence sur un dossier, c'est normal, c'est pas très grave. Non, ce qui me paraît plus grave, c'est ce qui s'est passé au ministère hier, pas parce que c'est dans mon bureau, c'est pas très grave. Et d'ailleurs, les dégâts visuels ne sont pas les plus importants. Ce qui est le plus grave, ce sont les insultes sexistes, les insultes racistes, les menaces physiques qui ont été exercées à l'égard de fonctionnaires qui sont là pour faire leur travail et qui ont été quand même très, très durement déstabilisés. Sur un mot que vous venez de prononcer, vous pensez que si c'était un homme qui était ministre de l'Environnement, ça ne se passerait pas pareil? Disons que c'est un phénomène aggravant. Être une femme verte, jeune et avoir son franc-parler, c'est manifestement trop pour un certain nombre d'intérêts dans la société française. Oui. Mais est-ce que vous faites la part aussi de la revendication, c'est-à-dire du droit à manifester, du militantisme des agriculteurs, Alors, ça, et puis des actes qu'ils commettent? Ça me paraît évident. Par contre, je crois nécessaire aussi de dire qu'un certain nombre de manifestants prennent en otage une bonne partie des paysans français qui n'ont pas forcément le même intérêt que les céréaliers d'Île-de-France et qui ont du mal à faire entendre leur voix dans ce concert. Moi, je constate que les paysans du Jura, qui ont des primes bien inférieures, pour faire une agriculture de qualité, avec des produits de qualité, avec des emplois qui sont maintenus dans des zones difficiles du territoire, ne manifestent pas, ne cassent pas. J'ai vu parmi les manifestants d'hier des paysans qui bénéficient de plus d'1 million de francs de primes par an. Ce sont les privilégiés, les céréaliers. Vous pensez qu'il y a une connotation politique derrière tout ça ou pas? Disons que les bénéficiaires privilégiés de la PAC n'entendent pas renoncer à leurs privilèges. Moi, je dis des choses qui me paraissent évidentes et que je n'éprouve aucune difficulté à redire devant vous. Le fait que 80% des primes de la PAC aillent à 20% des paysans, le fait qu'il y ait des inégalités aussi insensées au sein même du monde agricole, avec d'un côté des petits paysans qui croulent sous les charges et les difficultés, et de l'autre des casseurs qui les prennent en otage, ça me paraît tout à fait inacceptable. Vous le dites à votre collègue Jean Glavany pour qu'il essaye d'y remédier ou pas? Mais ça me paraît évident, c'est un des enjeux de la réforme de la PAC. Le fait qu'on attribue des primes aussi élevées sans aucune condition de bonne pratique environnementale, sans aucune attention au contenu en emploi des activités. C'est quelque chose qui ne pourra pas durer et finalement les bénéficiaires de la PAC d'aujourd'hui le savent bien, il faudra partager de façon plus juste. Vous ou les Verts ou Daniel Cohn-Bendit, vous allez pouvoir faire une campagne européenne, parce que si ça continue comme ça, vous ne pourrez jamais sortir sans susciter des bagarres, des insultes, des horions. D'une certaine façon, moi je crois vraiment toujours beaucoup au dialogue et à la concertation. Mon ministère d'ailleurs n'était pas un blocos, il était ouvert, parce que très régulièrement, les syndicats, les intérêts qui sont présents au sein de la société sont reçus dans ce ministère. Donc moi je le dis très clairement, je ne fais pas l'amalgame entre les quelques dizaines de casseurs qui sont venus effectivement se payer la tête d'une ministre en espérant une fois de plus l'impunité, et puis la grande majorité des paysans qui sont très sensibles à notre soif de dialogue et qui ont envie qu'on continue cette discussion dans l'intérêt des campagnes françaises. Satisfaction, votre loi sur l'aménagement du territoire a été votée en première lecture. Vous pensez qu'elle sera votée définitivement avant la fin de l'année? Je le souhaite, il faut qu'elle le soit avant l'été pour que nous puissions mettre en place la négociation des contrats de plan État-région qui est aussi fondamentale pour l'avenir non seulement des zones rurales mais aussi des quartiers des villes. Je crois que les élus se préparent à cette discussion qui va être passionnante. Merci Mme Bonnet. Petite mobilisation pour la journée d'action des enseignants d'Île-de-France qui protestent contre les réformes en cours de M. Allègre. Il y avait d'autres grèves, d'autres manifestations dans l'éducation en France aujourd'hui, en dehors de Paris. Il y avait notamment dans les Vosges, à Vannes et à Lorient. Dans l'agglomération lyonnaise, le trafic des autobus était assuré à 50% en raison d'un mouvement lancé par les chauffeurs qui protestent contre l'insécurité. Pour la même raison, il n'y avait pas de transport en commun, il n'y a pas de transport en commun à Mulhouse et à Nîmes.
Et puis 2 décisions judiciaires. Elles concernent 2 lycéens âgés tous les deux de 18 ans. Ils ont été condamnés, l'un à Versailles pour avoir tenté d'étrangler son professeur à 4 mois de prison, dont 3 avec sursis. Et l'autre à Maubeuge à 12 mois de prison, dont 8 avec sursis, pour avoir frappé d'un coup de poing au visage un professeur. Les 2 lycéens ont été incarcérés. En Jordanie, au lendemain des funérailles du roi Hussein, une cérémonie traditionnelle va maintenant durer 3 jours. 3 journées sans aucun protocole ni mesure de sécurité. Le roi Abdallah II et sa famille vont recevoir l'hommage des Jordaniens, quel que soit leur rang ou leurs origines. Reportage à Amman de nos envoyés spéciaux Philippe Rochaud et Patrick Voix. Les tribus bédouines en abaya noir brodé d'or et en kéfier rouge avaient remplacé ce matin les chefs d'État étrangers et les rois du monde arabe. Les condoléances à la famille royale vont durer 3 jours au palais Ragadan. Peu de protocole, n'importe quel citoyen peut venir saluer le roi et ses frères. Cette tradition montre à quel point la famille royale est proche de la société. Ceux qui saluent le souverain, son frère Faisal ou le prince héritier Ramsay, se sentent ainsi impliqués dans le pouvoir. On n'a jamais eu avec le roi Hussein des rapports de gouvernant à gouverné. Nous avons toujours eu des rapports de famille unie. Pour les femmes, la cérémonie des condoléances se déroule au palais Zahran, mais là, c'est plutôt la haute société qui vient saluer les reines et les princesses. En Jordanie, une femme peut être ministre ou sénateur. L'épouse du roi Hussein, la reine Nour, a placé à ses côtés la princesse Basma, la sœur du roi Hussein, qui avait donné sa moelle épinière pour le sauver. Elles se disent inconsolables, comme le sont les Jordaniennes, qui remercient le roi défunt. Il a fait beaucoup pour la femme. La femme jordanienne n'est pas comme toutes les femmes arabes. C'est une femme libre qui peut travailler à côté des hommes, qui est considérée, qui a tous les droits presque. À la sortie du palais, les Jordaniennes voulaient espérer que la nouvelle reine Rania allait aussi les aider. Elle a l'habitude de faire avant d'être reine. Elle a commencé à travailler dès le début. Quand elle est mariée avec le prince, quand il était prince, le prince Abdallah, elle avait l'habitude de faire beaucoup de choses pour le pays. Ces condoléances interviennent le jour du 22e anniversaire de la mort de la reine Alia, tuée dans un accident d'hélicoptère. C'était la 3e épouse du roi Hussein. Elle avait eu un rôle essentiel dans sa vie, comme l'aura sans doute la reine Rania, l'épouse du nouveau roi Abdallah. Et ce nouveau roi a assuré Bagdad de sa volonté de développer les relations irako-jordaniennes. Et avant de quitter la Jordanie, le président Bill Clinton s'est entretenu en tête-à-tête avec le président syrien, M. Hafez el-Assad. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a promis un nouvel accord de paix avant l'an 2000 avec le Liban et la Syrie. Mais il n'a pas précisé les conditions de cet accord. Et puis à Gaza, un haut responsable palestinien a affirmé que la direction palestinienne envisageait un report de quelques semaines pour la proclamation d'un État palestinien. Proclamation prévue par Yasser Arafat le 4 mai prochain. En France, à Rambouillet, dans les Yvelines, les 2 coprésidents de la conférence de paix sur le Kosovo, l'anglais Robin Cook et le français Hubert Védrine, ont rencontré les négociateurs serbes et kosovars. Officiellement, messieurs Cook et Védrine ont délivré un message de fermeté, mais les discussions sont qualifiées par les négociateurs que vous voyez de constructives mais difficiles. Aux États-Unis, à Washington, les sénateurs américains commencent ce soir leur délibération avant de se prononcer sur la destitution du président Bill Clinton. Le pronostic est certain, M. Clinton ne sera pas destitué. La majorité des 2/3 des sénateurs, soit 67 sur 100, ne peut être atteinte. On s'attend donc à une sorte de condamnation sous la forme d'un blâme plus ou moins sévèrement rédigé. En Italie, le gouvernement a pris un décret pour une régularisation éventuelle d'environ 250 000 immigrés clandestins. Ces personnes avaient fait une demande de permis de séjour avant la fin de 1998. Ils devront répondre à différents critères, notamment un travail, un logement et un casier judiciaire vierge. Explication de notre correspondant Alain Chalvon. Bonne nouvelle pour tous ces émigrés en Italie qui, en novembre et décembre dernier, avaient fait des heures et des heures de queue dans l'espoir d'être régularisés. Ils étaient 308 000 à s'être ainsi rués dans les commissariats. 308 000 pour 38 000 cartes de séjour promises. 38 000 heureux, 270 000 désespérés, plongés désormais dans une illégalité déclarée. Coup de théâtre ce matin, le ministre de l'Intérieur, Rosa Russo Gervolino, annonce que la quasi-totalité, 250 000, sera régularisée. Tous ceux qui répondent aux critères, avoir un logement, un travail, un casier judiciaire vierge et être entrés en Italie avant le 27 mars dernier.
Malgré l'arrivée quasi quotidienne de centaines de clandestins, l'Italie n'a que 1,5 million d'émigrés sur son sol, 2,6% de la population active contre une moyenne européenne de 5%. De plus, avec un des taux de fécondité les plus bas d'Europe, sa population baisserait s'il n'y avait l'immigration, même la droite en convient. L'immigration en Italie n'est pas une question comme en France, parce que le problème n'est pas explosif comme en France. Les syndicats en conviennent aussi, en dépit d'un taux de chômage maintenant supérieur à la France. Nous sommes pour la régularisation de ceux qui sont en Italie, mais à une condition, il faut qu'ils puissent être absorbés par le marché du travail. Et c'est précisément la contrepartie de la mesure de régularisation adoptée aujourd'hui. Ceux qui ne répondent pas aux critères devraient, eux, être impitoyablement expulsés. Ce soir à Strasbourg, le chancelier allemand, M. Gerhard Schröder, rejoint pour dîner le président Chirac. Les voici ensemble. On annonce qu'autour de la table, peut-être d'un plat alsacien, il sera surtout question de l'agenda 2000 et du financement de l'Union européenne. Pour l'instant, on s'embrasse. Les actions d'Air France mises sur le marché avec l'ouverture d'une privatisation partielle du capital seront vendues 91 francs 83 aux particuliers. L'ouverture du capital d'Air France devrait rapporter 4 milliards de francs, soit 610 millions d'euros à l'État. Du cinéma, demain sur les écrans, 1001 pattes, dernière production de Walt Disney avec une colonie de fourmis, des sauterelles et une princesse prénommée Atta. Le tout en animation numérique. Voyez le reportage de Nicole Cornu-Langlois et Nathalie Gallet. Pour les fourmis laborieuses et joyeuses, le bonheur serait vraiment dans le pré s'il n'y avait d'horribles sauterelles belliqueuses pour les piller. Chaque année, c'est le même rituel. Ils viennent, ils mangent, ils partent. C'est le sens de notre vie. Un non-sens, mais c'est notre vie. Culpabilisé, humilié, Tilt, fourmi téméraire, part pour la ville chercher des mercenaires, capables de défendre sa colonie, et il découvre de géniaux saltimbanques. En plus, les yeux bandés. Ce Niro est si dangereux. Au moins l'empêcher. Dérapage, ça. Il lance le canon. Des insectes tellement facétieux et attachants que le réalisateur qui les a créés a du mal à s'en séparer. Okay, it's my turn. Les spectateurs savent que c'est un divertissement, ils savent que ça n'existe pas. Mais grâce à l'utilisation d'une image réaliste, ce monde magique devient parfaitement crédible. Le public se dit, je sais que cela n'existe pas, mais ça a l'air tellement vrai. Votre Majesté, formidames, fourmicieux, quand vos amis les sauterelles vont débarquer dans l'arène, nous allons les exploser! Époustouflant de virtuosité, ce dessin animé est d'abord basé sur une solide documentation, notamment grâce au film français Microcosmos. En plus des prouesses technologiques, 60 animateurs repensent chaque séquence pour que tous les insectes soient attrayants, possèdent un vrai caractère et beaucoup d'humour. Ah, c'est bon. C'est un peu plus bas. Plus bas, plus bas. Salut, ça va? Fiche-moi le camp. Ce qui est certain, c'est qu'après avoir vu ces 1001 pattes, personne n'osera l'été prochain écraser un insecte ou déranger une fourmilière. Oh, et regardez ça, c'est très étonnant. Ah oui, c'est demain sur les écrans. Je vous rappelle deux informations à la fin de cette édition que nous avons développée dans ce journal. Tout d'abord concernant l'ouverture du procès devant la Cour de justice de la République, procès du sang contaminé, devant les trois ministres, Laurent Fabius, Georgina Dufoy et Edmond Hervé. La Cour de justice a décidé d'entendre et de faire venir de gré ou de force les témoins du monde médical. Ils sont entendus dès vendredi. Et puis, avalanches, des successions d'avalanches dans la vallée de Chamonix, dans cette région, le Tour et Montroc. Il y aurait pour l'instant, c'est un bilan provisoire, 2 morts et 4 disparus. Le plan rouge a été décrété par la préfecture de Haute-Savoie. Et puis on a appris aussi qu'à Courchevel, il y a un skieur qui est allé faire du hors-piste. Il est disparu dans une avalanche et les secours qui étaient partis ont failli être emportés aussi par une nouvelle coulée de neige. Donc faites attention, on ne joue pas les aventuriers. Dans un instant, la météo avec Sophie Davant.
Davant, qui reviendra bien évidemment sur cette actualité très neigeuse et très dangereuse. À 23h20, ce sera Place de la République avec Gilles Schneider, Yamina Benguigui, et le thème c'est les exclus de la santé. Laurence Ostolaza vous présentera le dernier journal à 0h25, suivi du cercle de Philippe Lefebvre. Et demain à 7h50, Françoise Laborde, dans les 4 vérités, recevra justement le président de la FNSEA, M. Luc Guyot, à propos du saccage du ministère de l'Environnement hier. À 13h, vous retrouverez Carole Gessler et Rachid Arab. À demain 20h. Bonsoir. Merci.